Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live France DevOps. Avant de se lancer, un petit message classique pour s'assurer que tout fonctionne bien. Est-ce que en face, vous nous entendez correctement? N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous confirmer que mon micro fonctionne, que vous avez bien la vidéo. Alors bien évidemment, il y a toujours 10, 15, 20 secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez de l'autre côté. Mais en tout cas, un petit coucou sera le bienvenu. Aujourd'hui, on accueille Carmen, experte sécurité à la Poste BSCC pour service courrier colis, je crois, c'est ça, hein, qui va nous parler de supply chain et plutôt d'attaque sur la supply chain et comment ça peut impacter votre business. Carmen, je vais te laisser la parole. Moi, je reviendrai à la fin de ta présentation pour la partie questions-réponses. Et puis, j'aurai sûrement quelques messages aussi pour France DevOps à communiquer. Carmen, je te laisse la parole. Bonne présentation, bon talk et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir rejoint pour cette présentation sur comment les attaques de type supply chain peuvent impacter votre business. Sans plus tarder, je m'appelle Carmen Pissurus, je suis experte sécurité à la Poste DSI-BSCC. Je travaille beaucoup avec les équipes de développement et surtout sur cette partie CI/CD. J'ai un passé de développeuse. Je suis aussi présidente de Signal Spam et ensemble avec les équipes, on travaille sur la sécurisation des applications, identifier les risques de sécurité et bien sûr les résoudre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une chaîne d'approvisionnement logiciel ? On peut faire la comparaison avec une chaîne d'approvisionnement traditionnelle qui fabrique des produits, qui livre ensuite les produits dans un magasin local pour qu'ensuite les produits soient consommés par les consommateurs. Donc, de la même façon, la chaîne d'approvisionnement logiciel est composée du code source qui est développé, des dépendances qui sont ainsi buildées à l'aide des jobs de CI/CD. Donc, par exemple, nous, on le fait au sein du réseau La Poste et ensuite, on package tout ça et on met dans des repositories internes pour qu'ensuite, ce soit déployé sur le cloud interne ou le cloud public. Que se passe-t-il pendant une attaque de chaîne d'approvisionnement ? Donc, lorsqu'on développe, on ne recode pas tout à partir de zéro. On utilise des morceaux de code qui ont été créés par d'autres développeurs, donc c'est ce qu'on appelle les dépendances, ou des projets open source, ou même des projets qui ont été fournis par des tiers, donc des entreprises partenaires avec qui on travaille d'habitude. Donc en général, on n'a aucune protection ou vérification à part la version qu'on utilise, donc les versions qui sont fixées dans des fichiers de verrouillage, donc les packages lock ou les composer lock. Donc, lors de ce type d'attaque, l'attaquant, il va essayer de rajouter du code malveillant dans un package ou une dépendance légitime qui existe ou qui va créer de toutes pièces. On va le voir tout au long de cette présentation, les différents types d'attaques. Et vu qu'on a besoin de ce package, il est intégré dans notre application et ce package est déployé à côté de notre software, donc à côté du logiciel qui est utilisé par nos utilisateurs. Donc, il peut utiliser un package existant, mais il peut créer aussi un nouveau de toutes pièces et on verra, comme je disais, comment ça fonctionne. Et en fait, l'attaquant, il va essayer de rajouter une porte dérobée et on va voir des exemples dans la vraie vie, comment c'est déjà arrivé. Cette porte dérobée, son objectif est qu'aucun système de détection, aucun système de sécurité ne le détecte. Le but de l'attaquant est souvent de récupérer des données personnelles, des utilisateurs, peut-être des identifiants, un petit peu tout ce que votre application stocke pour l'utilisateur. Alors, pourquoi on s'intéresse à la supply chain attack ? On va le voir par la suite que ça émerge petit à petit. L'ENISA, donc l'Agence européenne pour la cybersécurité, place la compromission de la chaîne d'approvisionnement logiciel en première place pour les menaces 2030.
On en a d'autres, comme les campagnes de désinformation avancées, les erreurs humaines, les attaques ciblées améliorées par les données d'IoT, le manque d'analyse de contrôle des infrastructures, la montée des menaces hybrides avancées, la pénurie des compétences aussi, cyber par exemple, l'abus de l'intelligence artificielle. Mais les attaques par supply chain est vraiment en première place et on va le voir pourquoi. Donc, pourquoi on est vraiment intéressé par ce type d'attaque et pourquoi c'est placé vraiment en premier? Parce qu'aujourd'hui, petit à petit, on voit ce type d'attaque apparaître et c'est aussi par l'impact que cette attaque, on va le voir par la suite, l'impact que cette attaque peut avoir sur les systèmes. Donc, on peut avoir peut-être un package qui a été infecté ou un package qui a été utilisé avec du code malveillant. En fait, ça peut impacter tous les systèmes, plein de systèmes qui utilisent ce package. L'attaquant va vouloir, et on va le voir par la suite, vraiment cibler son attaque sur un package ou un langage en particulier qui est utilisé par plein de systèmes différents. Donc là, on le voit sur les types d'attaques. Aujourd'hui, on a du DDoS, du ransomware, etc. La part supply chain, elle est vraiment petite, mais ce qui est important, c'est vraiment l'impact, même s'il n'y en a pas beaucoup de ce type d'attaque, mais en fait, c'est un impact majeur sur une quantité très importante de systèmes qui peuvent avoir être concernés. Alors, du coup, est-ce que mon business est vraiment concerné? Je vais vous dire que oui. Comment l'attaquant il va essayer de cacher son package, son code malveillant dans un package, quel langage il va utiliser, peut-être le langage le plus répandu, peut-être le langage qui a le plus de dépendances indirectes. Donc les dépendances indirectes, ce sont les dépendances qu'on ne voit pas dans notre package.lock, qu'on ne voit pas dans notre composer lock, dans notre POM XML. Ce sont les dépendances qui sont tirées par les dépendances directes. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire, et on va le voir par la suite, c'est qu'il va faire une bonne recherche. Il va rechercher, par exemple, quel est le langage le plus utilisé et dans le domaine qui l'intéresse pour mener son attaque. Par exemple, il peut regarder le langage Ruby parce qu'il est utilisé dans nombreux sites d'e-commerce, ou le langage Python parce qu'il est utilisé dans plein de modèles d'intelligence artificielle. Donc, par exemple, pour Ruby, plus de 80% des packages sont des dépendances indirectes, ce qui simplifie en fait son travail parce qu'il pourra cacher son code malveillant dans une dépendance indirecte qu'on maîtrise moins. Peut-être parfois on scanne que les dépendances directes et on ne regarde pas toute l'arborescence. On a aussi Node et NPM qui sont vraiment des langages en particulier qui sont basés vraiment sur beaucoup de briques existantes. Node.js, c'est vraiment un écosystème à part, car souvent on construit des packages qui sont basés sur des packages existants. Plus de 75% des vulnérabilités sont dans des dépendances indirectes. Sur lesquels parfois on ne peut pas agir directement parce qu'en fait, il faut que le framework qu'on utilise intègre le fixe. Donc, on l'a vu avec Spring Boot aussi, il faut attendre que le fixe soit implémenté. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des corrections. Du coup, vous allez me dire, il faut que je sois à jour. Du coup, je suis tirée d'affaire. Bon, c'est pas si simple que ça, comme d'habitude. C'est que si on regarde le graphe, vraiment sur la partie NPM, on n'a pas vraiment des corrections pour tout. Parfois, il faut attendre les corrections. On va parler de Renovate et Dependabot, ça dépend de lequel vous préférez. Nous, à la Poste, on a retenu Renovate pour la mise à jour la planification des mises à jour des packages. Parfois, il y a des mises à jour qu'on ne peut pas faire rapidement en production. Ça, c'est aussi une autre problématique. Il y a des attaques d'ailleurs qui sont faites sur encore des systèmes qui n'ont pas été mis à jour. Donc les attaquants, ils vont chercher vraiment ces systèmes-là où c'est facile de rajouter l'attaque. Alors, quel est l'impact sur le business? Parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Comment la dépendance à un logiciel provenant d'un tiers peut impacter mon système et peut impacter
mon entreprise. Donc, le cas le plus célèbre, je pense que vous êtes peut-être certains d'entre vous au courant, c'est le cas de SolarWinds, qui fournit des outils de gestion de systèmes pour la surveillance des réseaux et des infrastructures, ainsi que d'autres services techniques, à des centaines de milliers d'organisations dans le monde entier. Donc, dans ce cas-là, l'attaquant, il avait bien fait ses recherches et il savait qu'en tant que système de surveillance informatique, SolarWinds Orion a un accès privilégié au système d'information pour obtenir des journaux et des données de performance de système. Donc, SolarWinds a été impacté par une attaque de la chaîne d'approvisionnement dans laquelle les attaquants ils ont inséré une porte dérobée dans les mises à jour logicielles de l'Orion de l'entreprise. Donc, cela leur a permis d'accéder au réseau de nombreuses organisations, y compris plusieurs agences gouvernementales américaines, pendant une période prolongée avant que la violation ne soit découverte. Donc, l'objectif est aussi de cacher l'attaque, et on va le voir avec des exemples, comment ils arrivent à faire. Donc, dans le logiciel tiers, dans ce cas, la plateforme SolarWinds Orion, crée une porte dérobée pour laquelle les pirates ils pouvaient accéder et se faire passer pour des utilisateurs et des comptes des organisations victimes. Et le malware pouvait également accéder aux fichiers système et se fondre dans l'activité légitime de SolarWinds sans être détecté, même par les logiciels antivirus. Donc, on peut se dire qu'on est bien protégé, qu'on a des antivirus, qu'on a plein de systèmes en place, mais c'est ce que l'attaquant va essayer de faire et il fait bien sa recherche en amont pour savoir quelles entreprises et quelles applications tierces sont utilisées. On va regarder aussi sur la partie open source. CrowdStrike a aussi a été impacté par un commit malheureux qui a introduit une mise à jour défectueuse dans son logiciel de sécurité Falcon Sensor. C'est un autre exemple où on voit, même si ça n'a pas été une attaque, c'est l'impact qu'un logiciel tiers peut avoir sur notre entreprise. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur des exemples qui sont plus récents. Donc, par exemple, mi-décembre en 2023, avec Ledger, une entreprise qui fournit des clés physiques pour sécuriser les wallets et les crypto-monnaies. Donc, il y a eu des versions de son module NPM, Ledger Connect Kit, avec du code malveillant qui ont été publiées sur le repository NPM. Il y a eu 3 versions du code malveillant qui ont mené à une perte de 600 000 $ en monnaie virtuelle. Donc, l'attaquant, il a réussi à récupérer les identifiants d'un ancien collaborateur de Ledger à travers un mail de phishing. Et ainsi, l'attaquant, il a eu accès au compte Ledger, il a pu uploader 3 versions du module. Donc, en fait, le module, il avait les mêmes fonctionnalités, plus des fonctionnalités, enfin, du code malveillant en plus, qui a permis de récupérer 600 000 $ en crypto-monnaie. Un an plus tard, en décembre 2024, même schéma dans le cas de Solana, toujours avec du phishing. On a récupéré les identifiants NPM pour pousser une bibliothèque NPM de Solana, donc Solana Web3.js. Et pareil, on a pu récupérer de l'argent. Alors, comment ça marchait ? Donc, l'attaquant, il a récupéré, il a rajouté du code malveillant dans le module Connect Kit de Ledger qui permettait de se connecter au wallet Ledger aux applications décentralisées. Donc, en fait, il savait que ce module était utilisé par plein d'autres applications. Et il savait comment ce module fonctionnait. Parce qu'en fait, les développeurs qui créent des applications Web3, ils utilisent des kits de connexion pour permettre la connexion au portefeuille des utilisateurs. Donc, quand les utilisateurs ils swappaient les monnaies, l'argent veut aller vers l'attaquant. Et les 3 versions, bien sûr, qui ont été infectées, ont été retirées du repository NPM quand la faille a été détectée. Alors, je parlais beaucoup de l'attaquant fait sa recherche sur le Mitra Attack, qui est une base de connaissances des tactiques et des techniques de l'adversaire, qui sont basées sur des observations du monde réel. En fait, on a les méthodologies des menaces qui sont utilisées.
Dans le Initial Access, donc on a tout ce qui est partie, les techniques de reconnaissance, le scanning, la récupération des informations pour envoyer une bonne campagne de phishing. Et dans les Initial Access, on a les tactiques de phishing qui ont été utilisées par exemple pour récupérer les accès NPM pour pouvoir publier des modules NPM à la place des modules légitimes. Et le supply chain compromise, il est catégorisé comme initial access. Alors, du coup, le phishing, ça reste quand même une tactique qui est utilisée, même aujourd'hui, et c'est des tactiques de social engineering. Les cybercriminels, ils vont essayer d'exploiter les identifiants qu'ils ont déjà récupérés, ou ils vont utiliser le brute force. Ça, ce sont des techniques on va dire un petit peu déjà connues, mais aussi des nouvelles techniques d'ingénierie sociale, scruter les réseaux sociaux, utiliser Microsoft Teams, utiliser les comptes personnels qui sont moins sécurisés, essayer d'attaquer ces comptes-là. Ils utilisent des services de cloud provider légitimes pour envoyer leur attaque, pour que ça puisse passer, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est le fraude GPT, qui est un produit qui est vendu sur le dark web et Telegram et qui fonctionne comme ChatGPT, mais crée du contenu pour faciliter les cyberattaques. Donc, un argument majeur de fraude GPT, c'est qu'il n'a pas les contrôles et limitations qui sont intégrés à ChatGPT et il peut répondre à des demandes de création d'emails de scam, de codes malveillants. Il est capable de vous créer une campagne de phishing. Vous avez qu'à donner le nom de la banque et le fraude GPT, il vous donne même des recommandations où mettre l'URL et où placer l'URL et comment faire créer votre email pour que ça passe et que l'utilisateur, multiplier les chances pour que l'utilisateur il clique sur le lien et qu'il donne ses identifiants. Donc finalement, on peut se dire, bon, le phishing, on est déjà habitué, on sait détecter, etc. Ça peut arriver. Et c'est un des techniques qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et bien sûr, le fraude GPT, il peut aussi aider à créer des scripts PowerShell qui sont utilisés pour des attaques, des escroqueries de deepfake aussi. Voilà. Il y a aussi le phishing as a service qui inclut désormais des techniques de contournement de l'authentification multifacteur aussi. On peut se dire, je suis protégé, j'ai le MFA qui est en place. Mais il y a des choses aujourd'hui qui existent pour même attaquer ces systèmes-là. Et fraude GPT, en fait, ça m'aide aussi. Vous pouvez vous dire que ChatGPT vous aide aujourd'hui à faire toute la recherche pour un nouveau projet. Fraude GPT, c'est un peu la même chose. L'attaquant, il peut demander quels sont les systèmes que je peux mieux attaquer et faire toute la recherche en amont, quel est le langage qui est le plus sensible à des attaques, etc. Alors, le phishing, j'ai sorti quelques informations de Signal Spam pour vous donner des exemples de titres de mail qu'on voit aujourd'hui. Donc, Signal Spam récupère 200 000 emails de phishing par mois. Dedans, on peut voir même des titres qui sont liés, par exemple, au portefeuille MetaMask, en fait, qui permet de stocker des crypto-monnaies. Et beaucoup de phishing envoyés pour MetaMask, malgré le fait que les utilisateurs, ils n'ont pas besoin de mail pour s'inscrire. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de limite et ils vont tout essayer pour que vous tombiez dans le piège. Et les attaquants, ils se concentrent sur le code des fournisseurs dans 66% des incidents signalés et dans 58% des incidents de la chaîne d'approvisionnement, les données personnelles et la propriété intellectuelle ont été ciblées. On va parler plus en détail de la porte dérobée dans XZUtils, que c'est vraiment un scénario intéressant et une approche intrigante. On parle de systèmes qui sont basés sur des morceaux de code qui sont maintenus par des personnes peut-être pendant leur temps libre ou comme un passe-temps. Et dans cette attaque spécifiquement, certaines tactiques d'ingénierie sociale ont été utilisées et c'est pas du phishing. Et il y a aussi des techniques d'ingénierie, des tactiques d'ingénierie technique qui ont été utilisées, qui sont très intéressantes, donc on va les détailler.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, en février 2024, une porte dérobée malveillante a été introduite dans la version Linux de l'utilitaire XZ Utils au sein de la bibliothèque libelzema, donc spécifiquement dans les versions 5.6.0, 5.6.1. On va regarder la partie social engineering, vraiment comment l'attaquant il a réussi à construire l'attaque et comment il a réussi à prendre la main sur ce repository et à devenir le seul mainteneur du repository. Donc le projet open source, il était dirigé par Las Collins, qui maintenait le dépôt depuis plus de 20 ans. Il est le seul mainteneur du dépôt depuis 2009. Jiatan, il a créé un compte GitHub en 2021 et il commence à l'utiliser pour différentes activités. Il commence à soumettre des patchs au projet XZUtils via la liste des diffusions. Peu de temps après, plusieurs comptes inconnus ont commencé à mettre la pression sur le mainteneur, Las Collins, pour fusionner le patch et ajouter un nouveau mainteneur au projet. Las Collins, il faisait ça pendant son temps libre, il n'avait pas beaucoup de disponibilité, il est fatigué pour s'occuper du projet, il y a quand même pas mal de gens qui lui mettent la pression. Jiatan, il fait des corrections, il apporte son aide, il gagne la confiance du mainteneur, il réalise une série de corrections légitimes et d'ajouts du code. Et petit à petit, Las Collins, comme il n'a plus beaucoup de temps, il décide de passer la main à Jiatan et de lui donner de le faire contributeur régulier du projet et de passer mainteneur. Donc, Jiatan passe mainteneur et ensuite, ça s'enchaîne sur la partie vraiment réalisation de l'attaque et comment la partie technique de l'attaque. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment comment il a réussi, en mettant la pression sur le mainteneur, comment il a réussi, déjà en faisant des corrections qui étaient légitimes, de récupérer le contrôle du repository. Sur la partie technique, comment il a réussi à cacher son code malveillant? Ben forcément, dans une feature de sécurité. Donc, il a réussi à cacher sa porte dérobée dans une fonctionnalité qui était censée sécuriser la sandbox. Et en fait, il a essayé de déguiser son code malveillant dans une amélioration de la sécurité. Et en fait, ce qu'il a essayé de faire, ce qu'il a réussi à faire, c'est rajouter une vulnérabilité dans le code source. Donc, il a désactivé la sandbox et il a réussi à déployer le premier payload qui était déguisé en fichier corrompu, mais en réalité, c'était un fichier malveillant. Il a modifié la fonction qui permet le déchiffrement des clés SSH publiques et a ajouté une fonctionnalité supplémentaire qui permettait une validation de clés privées spéciales pour obtenir une exécution de code à distance via OpenSSH sur les systèmes Linux affectés. Donc, on le voit bien qu'en fait, il n'a pas fait tout ce travail de longue haleine, on va dire, de plusieurs années, qu'il a préparé pendant plusieurs années sur n'importe quel projet, enfin sur n'importe quelle dépendance. Il a bien visé sur une dépendance qui est bien utilisée dans plein de distributions Linux. Le code malveillant, il permettait aux attaquants d'accéder sans autorisation en infectant le SSH, donc d'accéder à distance sur les postes infectés. La porte dérobée a été découverte accidentellement le 29 mars 2024 par Andres Freud lors des tests de performance de routine. Donc, il a remarqué une utilisation inhabituelle du CPU dans le processus SSHD, ce qui a conduit à inquiéter davantage et à découvrir le code malveillant. Si l'attaque allait vraiment être déployée, vraiment de nombreux systèmes dans le monde en dépendent de XZUtils pour compresser, décompresser les fichiers. Et ça aurait été vraiment une attaque qui aurait impacté plein d'entreprises et plein
plein de systèmes différents, plein de postes différents. Donc, c'est d'où vraiment l'importance de cette attaque, parce qu'en fait, ça a vraiment un impact sur plein d'entreprises, plein de domaines différents. Ça peut avoir un impact majeur si les attaquants ils peuvent aller plus loin. Et en fait, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que plusieurs mainteneurs de projets open source ont reçu des mails qui faisaient des pressions et des gens qui essayaient de les contacter pour récupérer pour leur dire que les corrections n'étaient pas faites assez rapidement et qu'ils voulaient prendre la main sur certains projets open source. Donc, il y a vraiment d'autres projets qui ont été aussi sur lesquels on a essayé de faire pression pour récupérer le contrôle. Un autre exemple qui peut impacter beaucoup de systèmes, c'est les utilisations d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on utilise des modèles qui sont déjà entraînés pour nous. C'est le plus simple. On peut utiliser Copilot, OpenAI, BigFace, etc. Et en fait, s'il y a une faille de sécurité dans ces modèles-là, donc on l'a vu avec Llama, CPP, Python, ça impacte vraiment tous les entreprises qui peuvent utiliser ces modèles-là. Et en fait, dans l'IA, on a encore moins de visibilité de ce qu'on pourrait avoir et moins de maîtrise de ce qu'on pourrait avoir sur un logiciel classique quand on fait du Java ou du PHP. Et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter de garder la connexion à Internet à ces modèles-là. On essaie de les entraîner ou le pipeline d'entraînement, que ce soit bien sécurisé, que ce soit dans un environnement fermé et sécurisé pour qu'on ne puisse pas faire de la récupération d'informations lorsqu'on exécute notre modèle. Surtout si on utilise des informations sensibles. Donc, comment l'attaquant il peut construire l'attaque? Donc, on l'a vu tout à l'heure, il peut partir sur du phishing, mais il peut aussi chercher des informations sur les repos publics, sur la fuite d'informations. C'est pour ça que c'est super important de ne pas publier des informations du code source que vous pouvez avoir que vous avez développé pour votre entreprise. Par exemple, à La Poste, on a des packages qui sont des librairies qui sont utilisées qu'en interne avec des noms spécifiques qui ne sont pas et qui ne doivent pas être publiés en externe. On va voir comment l'attaquant il peut utiliser ces informations-là qui fuitent, donc OK pour le phishing, etc., les noms des employés, des choses comme ça, sur quel projet ils travaillent, etc. Mais aussi, comment ils peuvent faire des attaques de type dependency confusion, type squatting, etc. Donc, je peux décider en tant qu'attaquant de créer une lib malveillante de toutes pièces. Donc, il faut que je m'assure de sa distribution. Je la mets sur les repos officiels. Je crée une bonne documentation. Aujourd'hui, avec l'IA, Fraude GPT, ça va m'aider à tout construire. Ce que je vais faire, c'est je vais récupérer le code qui fonctionne déjà sur une lib peut-être qui existe déjà ou une lib, un nom de librairie qui a fuité sur Internet d'une entreprise. Et je peux essayer de rajouter du code malveillant. Alors, c'est où que je vais le mettre? Je peux le mettre dans setup.py. Donc, lors de l'installation du package, ce fichier, il est exécuté. Et en fait, les attaquants, ils réussissent à exécuter du code lorsque le package est téléchargé et installé sur le poste de dev. Souvent, le poste de dev est poste à privilège. Donc, du coup, je peux récupérer pas mal d'informations. Je peux exécuter des choses à distance sur le PC de l'utilisateur. Dans le cas de Ruby, c'est un peu la même chose. On a eu des attaques de type typo squatting en 2020, donc avec des packages qui étaient nommés Ruby-Bitcoin, avec un nombre d'évaluations et de téléchargements, et qui était une copie du package Bitcoin-Ruby. Donc ça, c'est typo squatting. On se trompe dans le nom. On ne sait pas quelle est la différence, lequel est légitime, parce qu'il avait aussi un bon nombre de téléchargements, mais celui de l'attaquant contient du code malveillant. Il a été quand même, le package, il était disponible pendant 12 heures sur le repo, et il a été téléchargé 53 fois. Donc, comme quoi, il a bien été, parfois, des développeurs qui sont novices, ils peuvent télécharger les mauvais packages.
Alors, le dependency confusion, parce que je vous disais, je décide d'utiliser le nom d'une librairie interne d'une entreprise, le code a fuité sur Internet, vous avez mis un copier-coller sur un Stack Overflow, enfin un site où vous demandez un peu d'aide, la personne vous demande le code source, vous copiez-collez sans réfléchir le code source, et là, on peut voir la librairie que vous utilisez qu'en interne. Donc, l'attaquant, il peut récupérer ça, il crée la même librairie, et si jamais vous utilisez les commandes que j'ai mis à l'écran, donc ça permet, en fait, derrière la commande, ça permet d'utiliser l'URL du repository interne. Donc, comme à la poste, nous, on a des miroirs, donc on n'utilise que les repos internes. Mais en fait, le pip install extra index URL, derrière, qu'est-ce que ça fait? Si ça retrouve la version de votre package interne, en fait, ça la cherche pas que sur le repo interne, mais aussi sur les repos externes, bien sûr, si vous avez un accès Internet. Et en fait, ça va récupérer la version la plus à jour. Donc, en fait, l'attaquant, il aura juste à mettre sur le repo externe une librairie avec le même nom de package que vous utilisez en interne, mais avec une version supérieure. Donc, les commandes pip et gem vont récupérer la version la plus à jour, donc celle qui est de l'attaquant. On l'a vu aussi avec NPM. Lorsqu'on upload un package NPM, on a le script pré-install qui permet de récupérer des informations sur la machine sur laquelle le package est installé, par exemple. Donc, si on build une application dans un réseau privé sans accès à Internet, ben, les données ne peuvent pas être collectées. Mais si vous l'exécutez sur votre PC, vous avez accès à Internet, et que le package que vous avez téléchargé et que vous êtes en train d'utiliser a été infecté, ben, du coup, toutes les informations partent vers l'attaquant. Donc, on a l'exemple de ESLint Scope. Les accès ont été volés et l'attaquant a pu publier des versions de la librairie qui est très utilisée avec du code malveillant. Donc, en fait, lors de l'analyse du code par l'outil, l'attaquant, il a récupéré des fichiers et des tokens d'authentification des repos officiels NPM. Donc, en fait, en utilisant une version d'un package très répandu avec plus de 61 millions de téléchargements, il a réussi à récupérer d'autres identifiants de repo NPM pour, bien sûr, les utiliser et placer d'autres librairies. Donc, c'est un petit peu en boucle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Bah, surtout, locker les versions, bien vérifier les versions avant les mises à jour, et vous pouvez ne pas exécuter les scripts. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il y avait le script préinstall qui récupère des informations de votre poste quand vous l'utilisez, que vous utilisez le package. Bah, vous pouvez faire le npm install ignore script. D'ailleurs, moi, à chaque fois, même pour les autres, je n'exécute pas les scripts pendant mon build. Le dependency confusion, je vous disais, l'attaquant, il va vraiment regarder un package légitime, le nom d'un package légitime, il va copier le contenu. Donc, le package malveillant va vraiment fonctionner de la même façon, mais avec le code malveillant en plus. Donc là, on a un exemple avec Discord. C'est un package vraiment qui est très utilisé, donc très populaire. Je ne fais pas attention, je cherche juste le nom de mon package et il y a peut-être le package malveillant qui va apparaître. Et on se dit, bon, les secrets ne leakent pas vraiment, je ne vais pas perdre mes secrets. Bon, on a pas mal de secrets qui leakent, que ce soit maintenant de plus en plus avec de l'IA, mais aussi avec le code qui peut fuiter sur Internet. Et le fait de ne pas avoir, il faut bien vérifier de ne pas stocker les identifiants dans le code source. Alors, comment on fait pour se protéger? Qu'est-ce qui manquait dans la publication des packages NPM, dans le cas de Ledger, de Solana? Qu'est-ce qui aurait fait que mon accès ne soit pas volé? Déjà, la partie phishing, mais si c'est volé, pourquoi l'attaquant il a pu aussi facilement déployer que ce login mot de passe et je déploie une nouvelle version? Pourquoi on n'a pas eu d'autres mécanismes? Vous allez me dire une authentification double facteur ou pourquoi il n'y a pas eu un code review. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour ne pas pouvoir publier une version de la librairie aussi facilement? Et dans l'autre sens,
qu'est-ce que je peux mettre en place en tant que développeur pour récupérer les bonnes versions et vérifier les versions en amont. Donc, on parlait de ne pas exécuter les scripts, fixer les versions, mais aussi avoir une équipe qui récupère les versions, les dernières versions, qui les scanne, rajouter vraiment des scans dans votre CI, des scans de sécurité, et avoir un panorama de toutes les dépendances que vous utilisez. Donc, on va voir par la suite comment faire en cas d'incident, en cas de vulnérabilité. Donc, on a le framework Salsa qui nous permet aussi de fournir les guidelines pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a 4 niveaux. Le niveau 0 où le développement, les tests sont réalisés sur la même machine. Ça, il ne faut pas trop faire. Seulement peut-être si on dev quelque chose dans notre coin. Le niveau 1, c'est pour éviter les erreurs, on respecte les conditions et on sait comment le package a été buildé et d'où il provient. Cette information, elle est partagée avec les utilisateurs. On a le niveau 2, l'environnement de build est différent de la machine de l'utilisateur et la provenance du package est liée à l'infrastructure avec une signature digitale. Donc, on peut valider l'authenticité de la provenance du package une fois que le build est fini. Donc, on va voir un exemple vraiment rapidement comment on peut le faire. C'est quelques lignes de code. Et le niveau 3, c'est vraiment que ça s'assure que le package n'a pas été modifié pendant le build et pas qu'à la fin du build, toute la chaîne, elle est vraiment sécurisée. Donc, pour avoir le niveau 2, déjà, avec NPM, NPM nous donne déjà des moyens, enfin des solutions pour avoir des informations sur comment le build s'est passé et signer le build pour être sûr qu'il n'a pas été modifié. Donc, je peux rajouter l'option Ignore Script pour mon build et je peux publier mon package avec un accès public ou si je suis un interne avec un accès public, un accès privé, pardon. On parlait au début de Renovate, donc comment je m'assure d'être vraiment tout le temps à jour. Vous allez me dire, c'est pas parce que je suis à jour, enfin, ou peut-être il faut que je vérifie mes versions avant vraiment de me mettre à jour, parce que peut-être la version la plus à jour, elle contient du code malveillant. Mais Renovate, ça vous aide vraiment à Renovate ou Dependabot, ça fonctionne un petit peu pareil. Ça vous permet d'automatiser ces mises à jour et aussi de les reviser. Donc, faire une merge request, j'ai mis l'exemple sur GitLab, de réviser ces mises à jour et de faire peut-être que les patchs ou voilà, un peu isoler tout ça. Vous avez des configurations personnalisables pour voir qu'est-ce que vous voulez mettre à jour en premier. Mais ça vous permet aussi d'avoir un effort manuel minime. Vous pouvez travailler, bien sûr, il faut travailler avec des miroirs. Et par exemple, vous pouvez, comme je le montrais tout à l'heure, une équipe qui s'en charge vraiment de valider les versions et de les mettre à disposition dans le miroir. Et vous téléchargez que les versions qui ont été validées. Bien sûr, il faut mettre aussi un scan de sécurité derrière, un scan dependency check, etc. On va voir juste après. Et avoir des informations sur les composants logiciels que vous développez. Donc, toutes les dépendances, avoir une documentation claire de quelles dépendances sont utilisées. Donc, le SBOM, ça vous permet de décrire les composants logiciels, ça vous aide à la protection des attaques. Alors, ça n'empêche pas les attaques, mais ça vous permet de savoir quelles applications sont impactées par les vulnérabilités. Donc, on va le voir. Pour générer le SBOM, j'ai donné un exemple avec Sift. Ça vous permet de générer le SBOM à la... j'ai un petit problème. Ça vous permet de générer le SBOM à partir d'une image Docker. Donc, sans impacter l'application. Vous pouvez aussi le faire à partir du POM XML, etc., le faire dans l'application. Alors, je vais vous faire une petite démo de Dependency Track. C'est l'outil qu'on utilise à la BSCC pour suivre les dépendances. Je vais le redémarrer parce qu'il a planté.
En fait, ce que je vous ai montré dans la partie SIFT, SIFT, ça vous permet de générer un SBOM à partir d'une image Docker. Ce qui est intéressant parce que vous allez voir aussi ce qu'il y a dans l'image. Donc, les packages qui sont dans l'image, mais aussi les packages, les dépendances qui sont tirés par votre application. J'espère que ça va marcher. Démarrer. Donc, vous allez avoir une vue complète de votre image avec toutes les dépendances, parce que pour PHP, par exemple, vous pouvez avoir plein de packages qui sont installés et que sont tirés et vous n'êtes peut-être pas au courant. Donc là, je vais attendre un petit peu. Okay. Démarre, j'espère que ça va marcher. Moi, j'avais un exemple avec Spring. Ce qui est intéressant, c'est que... Je vais l'attendre. Démarre. Vous pouvez mettre dedans, du coup, il y a le petit bouton Upload BOM. Donc, vous pouvez uploader votre SBOM une fois qu'il a été généré par votre CI/CD. Nous, on le fait en mode API. Donc, on récupère les SBOM des projets et on l'intègre dans Dependency Track. Et en fait, comme ça, on a une visibilité sur tous les projets. Et en fait, après, on peut chercher soit les CVE, soit les composants qui sont utilisés, les dépendances, et quelle version est impactée. Je peux aller voir quels projets sont impactés par une telle version. Ce que Dependency Track fait aussi, c'est récupérer les packages et les versions que vous utilisez et mettre en face les vulnérabilités, parce qu'en fait, il va récupérer la base de données NVD des vulnérabilités et il va mettre en face la vulnérabilité qui est impactée de vos versions. Donc là, j'ai, par exemple, pour Spring Boot, donc j'ai mes packages, j'ai les versions. Donc là, par exemple, j'ai pris une application vulnérable, je l'ai fait exprès, avec des versions qui ne sont pas à jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre aussi l'obsolescence, de combien de versions vous êtes en retard. Et vous avez aussi la partie vulnérabilité. Donc là, sur le Spring Security Web, je suis en retard et en plus, j'ai une vulnérabilité. Il peut y avoir plusieurs types d'analyseurs. Donc là, j'ai NVD, mais je peux en avoir d'autres que je peux rajouter. Ce qui est intéressant, c'est que je peux identifier rapidement quels projets sont impactés par une telle vulnérabilité. Et quand on a eu la vulnérabilité Log4j, on n'avait aucun moyen de savoir qu'est-ce qui était installé, quelles applications l'utiliser, quelle version. Là, j'ai vraiment... j'ai un seul endroit où j'ai toutes les informations sur les versions des packages qui sont utilisés et les CVE qui sont à jour. Et l'outil, il scanne les applications tous les jours. Il y a un scheduler, donc du coup, vous pouvez le mettre si vous voulez que ce soit scanné vraiment tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller au-delà. C'est-à-dire que, nous, on a la partie PASS qu'on fait aujourd'hui, mais on va vraiment mettre la partie YAS aussi dedans. Donc, et c'est extensible. Dès que vous avez le SBOM, vous pouvez mettre le générer. Et ça, il faut le générer en amont et ensuite alimenter Dependency Track. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je vais conclure parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais si vous avez des questions, on va répondre juste après. Donc, en conclusion, vraiment, toutes les entreprises et tous les secteurs peuvent être visés. On l'a vu avec des exemples, pas les attaques de type supply chain. Le phishing reste une menace et les vecteurs pour d'autres menaces. Donc, c'est des attaques vraiment qui sont construites là-dessus avec l'accès initial. Le SBOM, ça rajoute de la visibilité, ça complète la documentation, mais ça n'empêche pas vraiment ce type d'attaque. Il faut bien lancer des scans de sécurité parce que souvent, les bases de vulnérabilité sont bien mises à jour rapidement. Renovate, il faut bien le lancer. Et vous lancez le Renovate, vous pouvez le lancer dans un cadre fermé, on va dire, vraiment qui a accès que au réseau entreprise, et ensuite lancer le scan de sécurité. Vous avez les scores EPSS, donc ce sont les scores de probabilité, niveau de probabilité qu'une vulnérabilité soit exécutée, soit exploitée sur mon système. Ça, c'est Dependency Track qui vous le donne. C'est très intéressant aussi à regarder. Et la sécurisation des logiciels qui sont fournis par vos fournisseurs et vos partenaires est aussi importante que la sécurité que vous mettez en place dans votre propre entreprise.
je vais m'arrêter là et je vais essayer de répondre à vos questions. Carmen, merci beaucoup. On a en effet quelques questions que je vais t'afficher, même si tu dois les voir, je pense, dans le chat. Première question, bonjour. Si on met en place des swaggers publics sans donner d'infos sensibles, est-ce une forme de faille et comment prévenir de cela? De bonnes pratiques à mettre en place? Dans l'interrogation. Oui, très bonne question. Je dirais, tout ce que vous mettez sur Internet, c'est une source d'information. C'est une très, très bonne question parce qu'on a eu aussi les problèmes avec Postman. Enfin, il y a des choses qui arrivent. En fait, on donne l'information à l'attaquant de comment mon API fonctionne, comment il faut faire attention aussi à des choses qui peuvent fuiter sur Internet. Alors, des bonnes pratiques. Je comprends que le Swagger, il permet l'interconnexion, enfin, il permet de donner une première documentation à vos partenaires et vous en avez besoin de communiquer cette information. Alors, ça dépend si vous travaillez en open source, enfin, vous dites, ça c'est une API, c'est un Swagger que j'ai laissé pour tout le monde. Donc là, il faut faire très attention, peut-être isoler en quelque sorte pour éviter les DDoS, par exemple, qu'on vous appelle vraiment, qu'on vous fasse plein d'appels en même temps. Sinon, donner, peut-être protéger le Swagger avec une façon d'authentification. Si la population, on va dire vos clients, enfin le nombre de clients est limité et que vous pouvez le faire. Mais ça dépend ce qu'il y a dans votre Swagger, j'ai envie de dire. On peut passer à la deuxième, je pense. Je t'affiche la deuxième. Quel outil mettez-vous en place pour répondre au technical et au engineering et d'autres formes d'attaque pour prévenir une exploitation? Très bonne question. À la poste, parce que je parlais de cette partie-là où on peut avoir des fuites, et ça nous est arrivé, des fuites du code. Ça peut passer par là. Le fait que l'attaquant il récupère le nom d'une librairie, il va créer une librairie avec le même nom et il va me la pousser avec des versions supérieures. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été fait sur d'autres entreprises. C'est pour ça que tout ce qu'on build en fait dans le pipeline, c'est des choses basées que sur les repos et que sur les miroirs internes. C'est pour ça que je montrais, si je reviens un petit peu. Nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment cette partie-là où il y a une équipe vraiment qui est dédiée à sélectionner les composants et les langages, parce que je parlais de langage aussi, les langages qui sont utilisés. Il ne faut pas être hors cadre. Donc, on a 3 langages de préférence, on utilise ceux-là. C'est ceux sur lesquels on maîtrise, on a la connaissance, on maîtrise les versions, etc. Donc, dès qu'on sait qu'il faut monter la version de Spring Boot, ben, on le fait, etc. Et on a tout ce qui est analyse, les scans de sécurité. Donc, tous les pipelines ont bien des scans de sécurité parce qu'il se peut qu'il y ait des applications qui sont hors cadre. Alors, les scans de sécurité ne permettent pas tout détecter. On l'a bien vu dans les exemples que j'ai donnés. Il y a des attaques qui sont bien cachées. Donc, tu parlais de technical engineering. En effet, ils savent bien cacher les problèmes. Dependency Track, ça nous permet, peut-être qu'on ne va pas le détecter, peut-être que tous les scans de sécurité ne vont pas le détecter, même si les bases de vulnérabilité qu'on utilise sont assez à jour, on les met à jour vraiment de façon journalière et normalement, ces bases-là seront à jour et vont nous aider à détecter. Mais si jamais on ne l'a pas vu, et que ça a été déployé, c'est un prod, en fait, Dependency Track, ce qu'on fait, c'est que le SBOM, c'est toujours celui de la version en prod. Donc, du coup, on sait exactement ce qui est en production. Donc, si jamais on le voit quelques jours ou quelques mois après, ça peut arriver, je fais une sélection et je sais exactement, si je remets mon... Je ne l'ai pas fermé. S'il y a une CVE en particulier qui arrive, je saurai exactement quelle application je dois mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Et je pourrais montrer aussi l'impact. Alors, il faut analyser aussi l'impact de la vulnérabilité. C'est pour ça que je parlais de
exploit prediction. En fonction, il y a des choses, par exemple, qu'on met en faux positif chez nous, parce qu'en fonction de comment votre entreprise et quel système vous avez, par exemple, au niveau de l'infrastructure, des systèmes de firewall, de règles, etc., ou de WAF, ou est-ce que votre application est exposée sur Internet ou pas? On a des applications qui ne sont pas exposées. L'impact, il n'est pas de la même façon. Vous voyez, c'est pas le niveau de vulnérabilité ou le niveau de criticité n'est pas au même niveau. Donc, l'exploit prediction, ça nous aide aussi de remettre un petit peu la barre là et mettre sur les applications qui sont vraiment, qui doivent vraiment mettre à jour tout de suite. Voilà. Donc, en fait, il vous faut beaucoup de, d'outils et il faut, nous, c'est ce qu'on a fait, on a mis toutes les réponses de ces outils dans un seul système qui nous permet de qualifier la vulnérabilité et donner un premier avis rapidement pour réagir en cas de vulnérabilité majeure, critique, etc., zero day, et de savoir la liste des applications qu'il faut que je mette rapidement à jour, moins rapidement à jour, etc. C'est pour ça, Renovate aussi, ça nous aide à habituer les développeurs à mettre à jour, parce que bon, avant, ils le faisaient une fois par an, peut-être quand il y avait une mise en prod et encore. Là, on a des applications qui commencent à dire, OK, tous les lundis, c'est ma mise à jour, et ça se fait automatiquement, et les scans passent, et je l'embarque. Donc, c'est déjà c'est déjà embarqué. C'est pas je fais ma mise à jour, ah oui, attends, je fais ma MEP, attends, je fais ma mise à jour. Non, là, je l'ai fait tous les lundis, donc je sais que mon package, il est déjà bien scanné, bien embarqué, bien testé, et quand je fais ma mise à jour, quand je fais ma mise en production, j'embarque des choses que j'ai bien testées et bien scannées en amont. Et je le fais pas rapidement pour la MEP, et je rate la moitié des choses. Donc, automatiser, ça vous permet aussi d'avoir du temps pour regarder d'autres choses et lancer les scans. Ça aussi, c'est des choses automatisées, mais on peut se donner le temps de identifier et regarder peut-être les problèmes qui ont besoin de plus d'études, on va dire. Et bien sûr, à la sécurité, on n'est pas nombreux, donc il faut vraiment automatiser au maximum et donner des bonnes pratiques et travailler avec des templates et des composants côté CI/CD et vraiment donner les bonnes recommandations et les bons outils. Voilà, je me suis un peu... J'ai pris plaisir sur cette dernière question. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vous sont venues. Sinon, on va pouvoir en rester là. De notre côté France DevOps, on est carrément à la bourre sur les réponses là, aux propositions qui nous ont été faites sur le CFP. On n'a pas encore publié les futurs talks, mais ça ne saurait tarder. On va faire tout ça sur francedevops.fr dans peu de temps. Et puis cette semaine, pour ceux qui nous ont proposé des sujets, je vous promets que je reviens vers vous pour essayer pour caler ça sur les prochains mois. Carmen, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bon après-midi, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de manger. À plus, merci. Merci. Bonne journée. Salut.